Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Radio Fringale. Ce soir, émission spéciale Tour de France. On continue nos différentes émissions de preview pour la grand-messe du cyclisme qui va arriver au mois de juillet cette année. Aujourd'hui, on va parler de l'étape clé, de l'étape où tout va se jouer dans ce Tour de France, l'étape qu'il ne faudra pas rater. Pour m'accompagner ce soir sur cette émission que j'adore personnellement, c'est Adrien. Salut Adrien, comment vas-tu ? Salut la Torne, bonjour à tout le monde. Bah écoute, ça va, tu vois, en pleine forme, hein, on profite du beau temps qui est par chez nous. On sait que c'est pas le cas partout en France, mais en tout cas, moi j'en profite pour rouler, pour borner et pour penser à m'alimenter surtout. Voilà, pour rien cacher, j'ai un peu repoussé le début de l'émission justement pour m'alimenter et pas faire une fringale en plein milieu de la présentation. Donc voilà, pleine forme. Et surtout qu'on a de sacrées étapes qui nous attendent aujourd'hui. C'est ça. Voilà, faudrait être alimenté. Hein. Il y a un gros morceau, donc il fallait que je refasse les niveaux. Parfait, pour nous accompagner également Titien. Salut Titien, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va, bonjour à tous, très content d'être là. Moi c'est déjà la 3e émission de preview du Tour après la triple couronne et l'émission sur Netflix qu'on a sorti il y a très peu de temps. Donc écoute, toujours je maintiens le pic de forme jusqu'au Tour de France. Petit à petit on monte en puissance et très content de pouvoir décortiquer un peu les principales étapes où on devrait être scotché à notre canapé cet été. Ouais, j'allais dire, en effet, hein, pour le moment, t'es le seul qui a fait du 100% sur les émissions preview. Tu comptes t'arrêter un moment ou ça va ? Je crois qu'il y en a une où je vais laisser la place, mais écoute, tant qu'il y a de la place, moi je suis là pour parler vélo, donc je suis content. Yes, attention à pas avoir mis le pic de forme trop tôt. Hein. Tu sais comme ça peut faire en 3e semaine. Hein. Fais gaffe. Hein. C'est vrai. Écoute, il y a la stratégie David Gaudu et puis il y a ma stratégie à moi. Donc on verra celle qui a fonctionné. Voilà. On en reparle à Paris. Stratégie full blast pour Titien, visiblement. Donc. Messieurs, je disais, moi c'est une émission que j'apprécie tout particulièrement parce que dans les previews, on arrive souvent à parler des mêmes coureurs, enfin voilà quoi. Et là, c'est un peu la seule preview où chaque année, c'est complètement différent parce qu'en fait, on va parler du parcours du Tour, d'une étape en particulier, et forcément, c'est pas les mêmes que l'an passé. Alors l'an passé, on l'avait déjà dit sur la preview du Giro, mais on avait trouvé la bonne étape sur laquelle le Tour s'est joué avec l'étape du Granon. Cette année, on a préparé 3 étapes, une chacun, qu'on va faire par ordre chronologique. Alors ça se passe de la manière suivante, celui qui a choisi son étape la présente, il explique pourquoi tout va jouer dans cette étape, et puis les autres contre-argumentent généralement, parce que s'ils l'ont pas choisi, c'est qu'ils sont pas 100% d'accord avec leurs confrères. Et puis derrière, on fera un petit bilan. Vous qui nous suivez, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires où vous pensez que le Tour va se jouer, si vous êtes d'accord ou pas avec nos pronos. Et pareil, si vous nous rejoignez, que vous nous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous fait plaisir. On est bientôt à 1100 là, donc on continue à grimper. On désespère pas d'atteindre les 2000 pour le début du Tour. Et voilà, ça se fera uniquement grâce à vous et à votre volonté de nous rejoindre. Donc surtout, n'hésitez pas. Pareil, vous pouvez laisser un petit like sur la vidéo, ça lui permettra d'être mieux référencé et mieux vu et de faire grandir la chaîne. D'ailleurs, merci pour tous les super retours que vous nous avez fait jusqu'à maintenant sur les émissions qu'on a pu faire. Donc, ça nous fait très plaisir et c'est aussi ça qui nous pousse à continuer. Donc merci beaucoup. Voilà, le petit point réclame terminé. Adri, je crois que tu es le premier à avoir choisi une étape. Tu voulais nous parler de l'étape 4, c'est ça ? L'étape 4, c'est ça, la grosse étape avec un dénivelé de malade. Non, mais je vois déjà Dax-Nogaro, c'est ça de l'étape que j'ai choisie, quoi. Dans l'optique. Voilà. Alors attends, non, pas du tout. Pas je du regarde. Tout. Moi, c'est... Dax-Nogaro, c'est ça, ouais, c'est 181 km, une côte 4e Nogaro, catégorie. Donc, à mi-course, après 90 km, voilà. Il y a un sprint intermédiaire. Attaque, tu rigoles, mais ça se trouve, un des favoris va tomber et puis le tour sera plié. Prendre la bonif et voilà. Et on sait pas. Faire le sprint bonif, ça c'est une bonne idée. Et le tour se jouera à 2 secondes. Non, parlons sérieusement. Ok. Alors, l'étape que j'ai choisie, c'est l'étape 9 du dimanche 9 juillet entre Saint-Léonard-de-Noblat et le Puy-de-Dôme. Alors, c'est une étape de 282 km qui part du village de Raymond Poulidor, hein, Saint-Léonard-de-Noblat. Voilà, c'est un village que tout le monde connaît grâce à Poulidor. Et puis, on circule à travers les routes du Limousin toute la journée. Alors,
c'est pas une étape où on a un dénivelé de malade. Sur le papier, c'est pas l'étape qui va faire forcément le plus peur, du moins dans la première partie de sa course. Mais elle finit par le Puy-de-Dôme. Alors il y a aussi quand même le fait de parler du Puy-de-Dôme, le Tour de France n'y est pas passé depuis 1988, donc forcément c'est une étape qui va être attendue par les coureurs, mais aussi et surtout par les suiveurs, sachant qu'on peut même plus la monter à vélo comme presque tous les autres cols de France, hein, c'est interdit pour des questions de préservation des espaces naturels, donc ça va être assez grandiose à voir. Mais j'ai quand même pas choisi cette étape uniquement pour la beauté des yeux et des paysages. Il y a plusieurs points qui m'ont fait choisir cette étape. Bon, alors déjà l'arrivée au Puy-de-Dôme, c'est quand même une ascension qui est extrêmement difficile. Alors il y a 13 km 300 à 7,7%, mais c'est surtout les 4 derniers kilomètres où on est sur du 12%, et c'est une route qui est assez particulière. Alors on a vu quelques coureurs qui ont fait la reconnaissance parce que la route a été ouverte sur une durée assez courte, je crois que c'était une journée, une demi-journée, je sais plus, où bah voilà, ils pouvaient monter le Puy-de-Dôme, faire la reco et puis donner quelques impressions, et c'est vrai qu'on a vu une route, bah voilà, c'est pas forcément une route qui serpente comme la plupart des cols en montagne. C'est assez particulier. Les coureurs disaient qu'ils avaient un peu l'impression d'être face à un mur, d'être plantés dans un mur sur la fin, et 4 km dans un mur comme ça peut être long, et sur des tels pourcentages, je pense vraiment qu'il peut y avoir des différences, même si les attaques se font assez tardivement, hein. Attaquer à 1,5 km, on peut vite faire une belle différence. Ce qui me fait aussi pencher pour cette étape, c'est le fait qu'elle arrive au 9e jour de course, sans jour de repos. Donc ça, on avait un petit peu moins l'habitude, hein. L'année dernière, il y avait toujours un jour de repos assez rapidement. Donc je pense que les organismes seront déjà bien fatigués, surtout qu'on a un départ qui est assez costaud au Pays Basque. On aura 2 belles étapes pyrénéennes avant ça, donc voilà, les coureurs ils auront pas fait 7 jours tranquilles dans le peloton sur des étapes de plaine, donc je pense que les organismes seront déjà marqués, et sachant qu'il y a un gros morceau qui viendra après, voilà, je pense qu'il y a des coureurs qui seront peut-être aussi pas forcément au top pour cette étape-là, même si bon, quand on vise la 3e étape du Tour, en général la 3e semaine du Tour, en général à la 9e étape, il vaut mieux être bien en forme. Mais je pense que cette étape peut surprendre par rapport à ça. Et aussi une autre chose, hein, donc on l'a dit, on va aller sur cette étape d'ouest en est. Et c'est des routes qui vont être assez sinueuses, assez techniques. Alors il y a 2 côtes de 4e catégorie, une côte de 3e catégorie dans la journée avant, donc c'est pas ça qui va être la principale difficulté, mais si vous êtes amateur de cyclisme, si vous nous écoutez, je pense que vous connaissez un petit peu le Tour du Limousin, et le Tour du Limousin, c'est une course qui est assez géniale parce que c'est des petites routes, ça serpente, là on part de Haute-Vienne, après on va dans la Creuse, et puis dans le département du Puy-de-Dôme, et il y a une approche de la montée qui est assez technique, avec une longue descente sur une route étroite qui peut faire vraiment des dégâts si vous êtes mal placé ou si vous avez un petit pépin mécanique. Donc voilà, moi c'est tous ces arguments là qui me font penser que c'est vraiment sur le Puy-de-Dôme que le Tour peut se jouer, parce que ça veut pas dire qu'on saura avec certitude qu'on va se dire le soir du Puy-de-Dôme le Tour est plié, mais je pense que les différences significatives pourront se faire ici, et que quand on regardera après à Paris, on se dira ah oui, en fait c'est sur cette étape où vraiment il y a une grosse différence entre les favoris, et où il y a eu l'ascendant définitif qui a été pris. Mais je vous rassure, ça tuera pas le suspense, et il se passera plein de choses après quand même. Tu penses que le favori qui décrochera les autres depuis Dôme sera celui qui gagnera le Tour de France ? Ouais. Donc ce sera vraiment un indicateur de forme pour la suite. Ouais, Ok. je pense.
Eh ben Je écoute, pense parce que ouais, juste parce que c'est un tour, on en avait parlé quand on avait fait la présentation, où il faudra quand même être en forme un peu tout le temps parce que les premières étapes difficiles arrivent tôt, il y a une grosse fin de tour, donc je pense que voilà, il y a des coureurs qui peuvent peut-être avoir des coups de moins bien et ceux qui sauront exploiter ces coups de moins bien, si ça arrive ce jour-là, ça peut vraiment faire très mal. Ok, écoute, personnellement, il y a un point sur lequel je te rejoins. Alors, vu que c'est pas l'étape que j'ai choisie, bien évidemment, c'est pas pour moi celle-là où tout va se jouer, mais je pense qu'en effet, pas toute la grande partie de l'étape, la première grande partie de l'étape, finalement, jusqu'à l'ascension du Puy-de-Dôme, ça va être assez nerveux, ça va être assez technique. Il y a notamment enfin, c'est quasiment que de la descente en fait avant le Puy-de-Dôme. Là, ça remonte à peine ou à peine de plat quand on arrive sur Clermont-Ferrand, mais ça va descendre avant. Faudra être bien placé. Je pense que les favoris voudront être bien placés à l'entrée du Puy-de-Dôme. Il y a toutes ces petites côtes dont tu as parlé. Il y en a aussi qui sont pas répertoriées. Alors, c'est pas des grosses côtes hein, pour des cyclistes professionnels, c'est peut-être pas ce qui va leur faire le plus mal, mais c'est quand même sur le parcours et ça va quand même être, ça peut quand même être fatigant pour les organismes. Ce sera technique, il faudra pas faire d'erreur, il faudra être bien placé toute la journée. Et peut-être plus pour ça que pour l'ascension du Puy-de-Dôme, je vois une étape sur laquelle, ouais, pourrait, au vu de la tension et tout, y avoir des chutes et certains favoris pourraient être écartés. Par contre, après, j'ai l'impression que le Puy-de-Dôme, même s'il est, donc ça se monte un peu en deux parties, hein. Il y a une première partie assez raide, après il y a une sorte de replat au milieu, et puis ça repart de pleine balle sur la fin, là, comme tu le disais. Pour moi, le tour, on en parlera dans les favoris plus tard, mais va jouer entre Vingegaard et Pogačar, et j'ai l'impression que c'est quand même pas assez dur. On l'a vu l'année dernière, pour qu'il se décroche et tout, il faut qu'il se soit fait une bagarre de ouf depuis super tôt, faut qu'il y ait plusieurs cols, faut qu'il y ait... Enfin, tant quand Vingegaard avec Jumbo dans le Granon avait foutu le sbeul, que plus tard quand Pogačar attaquait dès le deuxième col de la journée dans les Pyrénées pour tester Vingegaard, enfin, on sent qu'il faut que la bataille soit soutenue, et j'ai peur que finalement, même si l'étape sera nerveuse, on n'ait pas de grosses difficultés avant, qui ait vraiment pu fatiguer les organismes de ces deux super champions. Et même, tu vois, même s'il y en a un qui se fait lâcher dans la dernière rampe, je sais pas, je me dis que ça va être en effet difficile, et même si en effet on va arriver petit à petit vers les états de forme qui vont être les états top, je me dis que celui qui perd un peu de temps sur le Puy-de-Dôme sera pas complètement largué non plus. Alors bien sûr, si tu lâches au début de, je sais pas, au kilomètre 10, qui reste 3 km à 12%, oui, tu peux prendre une grosse valise, mais je le vois pas spécialement comme ça. Je pense quand même que ça va être... ils vont plutôt se marquer et s'attaquer sur la fin. En plus, ils auront tous les deux des belles formations avec des équipiers qui risquent de les accompagner un moment. Donc ouais, même si l'ascension est magnifique et que je pense qu'on va avoir une très belle bataille, il faut absolument voir cette étape, ne serait-ce aussi que pour la beauté du Puy-de-Dôme dont tu as parlé avant. Ce sera pas assez dur comme étape pour que ce soit vraiment une étape où le tour va se jouer. Bon, moi, je vais donner mon avis. Alors, c'est pas pour moi l'étape où le tour va se jouer, on en parlera après, mais c'est l'étape qui va lancer pour de bon la bataille pour le classement général. Je dis ça parce qu'en fait, alors effectivement, il y a un super départ au Pays Basque avec deux étapes où on pourrait voir des petits écarts, c'est pas du tout impossible, et une première bataille, mais ça va se jouer à coup de seconde à mon avis. Et puis ensuite, il y a ces deux étapes des Pyrénées, où à mon avis, elles arrivent tôt dans la course. Et je vois pas les favoris se faire une énorme bagarre, si ce n'est effectivement dans le dernier col pour prendre des secondes, etc. Mais on n'aura pas, pour moi, d'énormes réponses, parce que les deux arrivées des Pyrénées, alors il y en a une qui arrive par un col très dur, qui est celui de Marie-Blanque, mais qui n'arrive pas au sommet. Donc, à mon avis, il peut y avoir des regroupements, et je vois pas un homme s'extirper tout seul à ce moment-là. Et puis celle du lendemain, la montée finale, en fait, est longue, mais pas très dure. Donc c'est pareil, je vois des micro-écarts entre les favoris. Donc pour moi, on n'aura pas de réponse. C'est la première étape où on aura une hiérarchie claire, nette et précise. Ça va être cette étape du Puy-de-Dôme. Alors, vous l'avez bien vendue, elle va être nerveuse toute la journée, mais on va pas se le cacher, tout va se jouer dans la montée finale. Et pour moi, elle mettra tout le monde à sa place. Le Puy-de-Dôme, c'est très difficile. Rien qu'on voit 13 km à près de 8% de moyenne, ça paraît déjà difficile, mais ça rend pas du tout hommage à la difficulté de cette montée, qu'en fait, les 4 derniers kilomètres, c'est atroce, hein, à 12-13%, avec jamais de lacet, jamais, il n'y aura pas de lacet. Et en fait, pour moi, sur ces pentes-là, tout le monde va être à sa place. Et moi, pour le coup, je vois des gros écarts sur cette montée.
rien encore d'irrémédiable qui fera que à la fin, au bout de cette étape, on se dira bah voilà, et c'est rien, les 2 prochaines semaines, le tour il est déjà joué, mais il y aura une hiérarchie claire et nette. Et pour moi, il y en a qui vont perdre le tour sur cette étape. D'autant plus, on en parlera après, que c'est pas un tour qui permet beaucoup de stratégie en cours d'étape. Enfin, c'est beaucoup un tour qui va se jouer sur les ascensions finales de chaque étape. Donc, et j'apprécie ça en fait. J'aime bien qu'il y ait une montée sèche en première semaine de tour, qui mettent tout le monde à sa place et qui, ok, il reste 2 semaines de tour maintenant, on a compris quel était le niveau de chacun, comment on va faire, soit pour garder notre niveau et notre place, soit pour aller chercher la place de ceux devant. Et voilà. En tout cas, je pense que voilà, à la fin de cette semaine, et en plus, cette étape, elle arrive en dernière étape avant une journée de repos d'une semaine qui va être éprouvante. Donc, mine de rien, les coureurs, ils sont déjà touchés. Pour moi, tout le monde sera à sa place et clairement, ça va lancer le tour et donner le niveau de chacun. Donc, moi, je vois plus cette étape comme ça, comme ça y est, le dynamiteur du classement général et qui va décider un peu du scénario de course des 2 semaines d'après. Alors Titien, tu nous parlais de montées finales dans lesquelles ça risquait de se jouer. Si on a fait le tour sur cette première étape, l'étape 9, messieurs, je pense que tu nous as préparé une étape, toi Titien, où en effet le dernier col, c'est plutôt du costaud, hein. Bah oui les gars, l'étape où le tour va se jouer, c'est l'étape entre Saint-Gervais-Mont-Blanc et Courchevel. Je crois que c'est la 17e, si je dis pas de 16e. Ouais, 17e. Ouais. Voilà. Pour moi, c'est l'étape reine du tour. C'est la grande étape des Alpes. Donc pour vous la décrire, en fait, c'est un enchaînement de cols un peu connus des Alpes. On passe 2 cols de première catégorie en début d'étape, le col des Saisies et le Cormet de Roseland. Les Saisies, c'est 13 km à 5%, mais avec un beau replat au milieu, donc on va plutôt être sur du 6,5-7%, ça va être un peu l'amuse-bouche. Le Cormet de Roseland, c'est 20 km à 6% avec un replat au milieu, donc on est plutôt sur une pente entre 7 et 7,5%, donc voilà, ça va être très très dur. Ensuite, il y a la côte de Longchois en milieu d'étape, et puis on va arriver sur la montée finale. Alors, clairement, à mon avis, tous les cols que je vous ai cités là, il va pas y avoir de bagarre dedans parce que la montée finale est tellement dure que ce serait un peu du suicide de lancer les assauts dès le milieu d'étape, mais en tout cas ça va user les organismes pour une montée finale qui est le col de la Loze. Alors col de la Loze, si ça vous parle, c'est parce qu'en fait on l'a vu sur le tour il y a 3 ans. En 2020, ouais, c'est ça. C'était une montée inédite, c'était la première fois qu'on y allait et c'était, c'est vraiment un col extrêmement difficile. Alors rien que pour vous dire, on est sur 28 km d'ascension, dans 28 km, quasi 30 km d'ascension sur un pourcentage moyen de 6%. Mais il faut se dire qu'il y a carrément un replat, puis une descente au milieu du col. Donc on a vraiment en fait 15 premiers kilomètres de col réguliers à 7,5%, ça va déjà piqué, un replat, et puis ensuite les 10 derniers kilomètres du col, mais alors vraiment on est sur de la difficulté, on ne sera jamais quasi en dessous des 8-9%, et avec les 4 derniers kilomètres sur des pentes à 12 à 13% de moyenne, donc c'est très 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 difficile ce col de la Loze. Et l'étape sera pas finie, c'est-à-dire qu'en 2020 on était arrivé au sommet, on se souvient de ces images de Pogačar, Roglič qui étaient complètement plantés dans ce col. Et ben là, effectivement, ils vont être en galère, les coureurs, et pourtant, il va encore falloir se farcir une 4-5 km de descente et un dernier kilomètre très traître. Alors, ils ne se voient pas forcément sur le profil, mais on a près de 800 mètres de montée à 12 ou 13% pour rejoindre l'altiport de Courchevel. Petit passage à 18. Hein. Ouais, voilà. Donc, non, mais c'est vraiment, c'est que ça vaut quasi finalement l'arrivée à l'altiport de Péragut qu'on a eu en 2022. Donc voilà, c'est une étape que je trouve extrêmement difficile. Et pourquoi, pour moi, au-delà de sa difficulté, c'est l'étape clé. En fait, dans la construction de ce tour, je sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais moi, il me fait beaucoup penser au Giro 2022, là, celui où il y avait la bagarre à 3 entre Landa, Hindley qui a gagné et Carapaz, c'est-à-dire il y avait eu le blocos en 9e étape de ce Giro qui a été la première montée qui a vraiment mis un peu tout le monde, qui a fait ressortir les favoris, a mis tout le monde à sa place. Et là, je vois bien le Puy-de-Dôme dans ce rôle. Et puis ensuite, on avait un enchaînement d'étapes difficiles avec des cols en fin d'étape, mais où en fait finalement les favoris ils se mettaient des petites sacoches, mais pas trop, parce qu'il y avait une étape qui était celle de la Marmolada, l'avant-dernière, qui faisait peur. Et ben voilà, ce Tour de France, je trouve qu'il est un peu construit comme ça, c'est-à-dire qu'en 2e semaine, on va avoir pas mal d'étapes de montagne. Mais je trouve que c'est pas des étapes qui permettent des grandes manœuvres de loin. Et donc, ça pourrait bien se jouer à coups de seconde, d'attaque sur les derniers cols de chacune des étapes. Parce que aussi, je pense que cette étape, elle va un peu faire peur à tout le monde. Et je vois bien finalement, peut-être 2-3 mecs, les 2-3 grands favoris dont on va parler de ce Tour de France, se tenir encore en pas trop
un temps resserré à l'issue de cette étape et vraiment le Tour se jouer sur les pentes du col de la Loze, où pour le coup cette fois-ci il y aura à la fois la pente et l'altitude. Pour moi c'est un monstre, c'est vraiment quelque chose de difficile. Je crois que dans le écrase des pédales qu'on a eu, nos copains là, Raph et Poppy, ils en avaient parlé quasiment dans les montées mythiques de France, alors que pour le coup on l'a vu une seule fois sur le Tour de France, qui montre à quel point ce col il est difficile. Donc pour moi voilà, l'étape où le Tour va se jouer, ça va être cette étape de Courchevel et cette ascension du col de la Loze. Là, en tout cas vous allez me dire ce que vous en pensez, mais moi s'il y a un jour où il faut être absolument devant la télé, c'est celui-là, parce que je pense que c'est là que le Tour va se jouer. On va en prendre plein les yeux, une super bataille entre les favoris. Petite question avant de te laisser la parole, Adrien. En haut du col de la Loze, il y a un B sur le parcours, là, sur le profil. Ça veut dire qu'il y a des bonifs en haut ? Exactement. Il y a des bonifs à aller chercher. Donc de toute façon, je pense que... On sait combien ou pas ? Je crois que c'est 3, 2 et 1 seconde à chaque fois les sprints bonifs. Il me semble. Ouais. Mais bon, pour le coup, il y a des étapes où ils les mettent pour rendre un intérêt à l'étape. Je pense que dans tous les cas, la bagarre, elle se serait faite dans le col de la Loze et qu'ils passeront un par un les coureurs, et il n'y aurait pas eu ce sprint bonif. Ça n'aurait pas changé grand-chose au scénario de l'étape. Et en tout cas, tu fais bien de le relever. Effectivement, il y a des bonifs au sommet. Et du coup, il y a bonif au sommet du col de la Loze et à l'arrivée ? Exactement. Ouais, donc finalement, tu peux vite, si tu passes en tête plus à l'arrivée, avoir 13 secondes. C'est pas négligeable quand même. Hein. On verra combien de carrière. Vu les pourcentages, tu vas pas. À mon avis, les 13 secondes, elles vont vite être là. Oui, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que si par exemple, genre t'as un groupe de 3-4 où ça s'est pas trop mal tenu, et que t'en as un qui a réussi un peu à décrocher les autres, derrière il y a la descente. Alors oui, il y a la montée vers Courchevel qui va refaire des écarts, mais tu vois, peut-être qu'on peut revenir dans la descente et que les écarts qu'il y aura eu dans le col, même s'il n'y a pas 12 km de descente non plus, mais sont peut-être un peu plus resserrés. Et finalement, moi je trouve que 13 secondes, sauf s'il y a vraiment quelqu'un qui explose, on l'a vu l'an dernier sur le Granon, on peut prendre énormément de temps. Mais si c'est très serré et que ça s'est marqué depuis le début, 13 secondes au total, tu peux vite, si t'as été pas trop mauvais, je trouve que c'est un bonus qui est quand même pas négligeable, quoi. Sachant comme on a pu voir des tours serrés, quoi. Si ils sont deux en tête, il y a juste, oui, c'est ça, il y aura 5 secondes d'écart du coup, en comptant les deux, donc ça reste anecdotique. Je pense que c'est sûr que c'est surtout la difficulté du col de la Loze qui va faire des différences. Hein. On se souvient de l'arrivée en 2020, là, t'en as parlé, Titien. Quand Miguel Angel Lopez il gagne, les coureurs ils arrivent un par un, ils sont arrêtés. Et, alors je me souviens que c'était assez. C'est pas forcément une étape où on aura du gros spectacle, parce que ça fait tellement peur cette fin qu'ils vont un peu tous rouler à par un comme ils peuvent, à gérer l'allure le plus possible. Donc on va pas être sur quelque chose de très tactique ou autre. Mais non, t'as raison, les organismes ils vont arriver usés, l'étape elle est difficile, et il faut pas négliger cette montée finale vers Courchevel. Alors je trouve que c'est un petit peu à double tranchant. Est-ce que finalement, si les coureurs ils sentent qu'ils sont un peu du même niveau dans le col de la Loze, est-ce qu'ils vont pas du coup peut-être plutôt en garder? Ça dépendra aussi beaucoup des écarts qu'il y a au général, mais si c'est encore serré, après ça le sera pas, parce que le tour sera plié depuis le Puy-de-Dôme, mais finalement, est-ce que en fait c'est à la fois une bonne et une mauvaise idée, je trouve, d'avoir pas fait l'arrivée au sommet du col de la Loze. C'est-à-dire que j'ai peur, moi, que ce pétard final de 18% vers l'altiport de Courchevel fasse en sorte que les coureurs ils se mettent pas à fond dans le col de la Loze, et même s'il y a la descente pour récupérer entre temps, et prennent pas forcément le risque à cause de cette fin d'étape. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon interrogation, mais après non, c'est sûr que c'est une très belle étape du Tour. Ça fait partie des étapes reines qu'on attend chaque année, et même si effectivement, à mon avis, les favoris se découvriront que sur la fin d'étape, faut la regarder en entier, parce que c'est une étape de montagne magnifique. Je pense qu'il y aura une très belle échappée. En troisième semaine, on aura déjà des gars qui seront
des très bons grimpeurs qui seront loin en général et qui voudront l'accrocher à leur palmarès aussi. Donc pas dit que ce soit les favoris qui se jouent la gagne non plus. Mais ouais, non, c'est sûr, là, on peut pas dire le contraire. Belle étape. Tout à fait. Alors, moi, je trouve que cette étape est très belle, mais alors pour deux raisons. Déjà, parce que je pense que le Tour va se jouer après, mais aussi parce que je pense que si, enfin, je sais pas pourquoi, je me dis que en 2020, c'est ça, hein, c'était 2020, hein, Oui. dans lequel on était passé sur le col de la Lose, on avait vu qu'il y avait des écarts et finalement c'est pas un favori à la victoire finale qui était passé, c'est le meilleur grimpeur. Je sais pas, j'aurais quand même je vois bien les gars, je sais pas, je la vois bien un peu pétard mouillé cette étape. Genre, je vois bien les gars finalement pas oser trop s'attaquer. L'étape va faire tellement peur qu'ils vont faire rouler leurs équipes le plus tard possible. Ça va vraiment se faire, je pense, dans les dernières rampes du col de la Lose. Derrière, il y a la descente. Et mine de rien, cette petite descente, elle fait que si tu passes avec 10-15 secondes derrière, même 20, mais je me dis, si tu as un coéquipier avec toi, il peut rouler avec toi. Enfin, je sais pas, il y a tout pour que... Enfin, le col est largement assez difficile, mais j'ai quand même l'impression que quand on a des cols aussi difficiles en fin d'étape, on n'a pas la bataille qu'on souhaite avoir. Et encore, enfin, en 2020, on s'attendait vraiment à de la folie. On se disait, ouais, est-ce qu'ils vont s'attaquer avant Courchevel, et finalement, ils avaient attendu la dernière partie du col et il y avait eu des attaques, mais ça s'était aussi fait juste à la pédale, chacun essayant de monter à son rythme. Et je me dis que peut-être, si là il y a un gars qui doit reprendre du temps et qu'il n'est pas vraiment au-dessus de l'autre, il aura du mal à vraiment si on se met dans une roue, je pense que ça peut suffire. Il n'y a pas de scénario assez fou dans cette étape pour moi, en tout cas, pour voir vraiment des écarts de dingue. Je pense pas que là, clairement, un mec qui doit reprendre du temps attaquera dès le cornet de Roseland pour foutre le feu aux poudres. C'est trop difficile ce qu'il y a après. Et je vois bien quand même les équipes verrouiller le plus tard possible la course dans ce col de la Lose, qui fera que malheureusement on n'aura peut-être pas le spectacle, ou en tout cas dans l'échappée si, mais devant on n'aura peut-être pas le spectacle qu'on espère. Ouais, Voilà. ouais, j'entends. Voilà. Après, moi, je pense que la difficulté plus l'attitude du col, je pense qu'on ne sera pas déçu. Moi, je suis prêt à parier que, certes, ça se jouera sur les 4 derniers kilomètres du col de la Lose. Mais vu que le thème de notre podcast d'aujourd'hui, c'est l'étape où tout va se jouer, moi, je pense qu'il y a un mec qui a gardé sa bonne cartouche pour ce jour-là. Il peut mettre tout le monde à une minute au moins. Enfin, voilà, les minutes peuvent vite se creuser. On a eu pas mal d'exemples sur des ascensions qui sont hautes en altitude et bien pentues. Et voilà, moi, si je me sens bien sur ce tour, peut-être que plutôt que d'aller me disperser sur pas mal d'étapes avant, où finalement, à chaque fois, c'est des arrivées un peu au sommet et où je peux gagner des secondes, je mets tout sur cette journée-là. Mais encore une fois, on peut aussi être déçu, mais moi, je pense quand même que ce sera l'étape reine de ce tour. Très bien, messieurs. Eh bien, je vais maintenant vous présenter mon étape. Mon étape, c'est l'étape 20, l'étape à domicile, comme on dit chez nous, l'étape Belfort-le-Markstein. Alors, je vous ai préparé quand même le détail de pourquoi cette étape sera mon étape sur laquelle tout va se jouer. Déjà, j'en profite pour vous dire que ce jour-là, on aura un dispositif exceptionnel, puisqu'on prendra le live dès le départ. On fera un Fringa Live. Normalement, on sera tous réunis au même endroit pour la première fois dans les Fringa Live. Toute l'après-midi, il y aura des jeux, des quiz, des machins, enfin bref. Faudra être là, ce qu'on avait un peu fait sur l'arrivée sur les champs l'an passé, cette fois-ci on le fera sur cette étape-là. Donc voilà, surtout faudra nous suivre parce que je pense qu'on va se régaler, que ce sera une belle après-midi et que ce sera une belle fête. Donc on vous attendra nombreux et ce sera le moyen de passer un très bon moment pour clôturer ce Tour 2023 tous ensemble. Alors pourquoi tout va jouer dans cette étape ? Alors déjà, je pense que c'est l'étape parfaite pour Footless-Beul. Vraiment, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut dans cette étape. Les montées sont assez difficiles. L'étape est courte, donc il y a moyen qu'elle soit très nerveuse. Il y a peu de vallées entre chaque col.
Et clairement, là, si on a du temps à rattraper, on va pouvoir attaquer tout de suite. On va pouvoir attaquer dès le ballon d'Alsace qui arrive après à peu près 10 km de course. Alors, c'est un col de deuxième catégorie, 11 km 5,2%. Mais clairement, s'il y a un favori qui a envie de tout faire péter, derrière, une fois qu'il a redescendu le ballon d'Alsace, il n'y a que 16 km avant les cols suivants qui arrivent avec des cols donc, qui sont pas très longs mais qui vont quand même faire mal aux pattes. Je pense qu'il y a moyen d'avoir une stratégie très intéressante là-dedans. Je pense aussi que cette année, le Tour de France, il va être plus serré que l'an passé. C'est-à-dire que l'an passé, on a eu un tour sur lequel il y a eu des écarts, mais il y a eu des écarts parce qu'il y a eu le Granon. Et je pense que Pogačar, cette année, il est prévenu et il refera pas l'erreur qu'il a fait l'an passé. Typiquement, un Pogačar cette année, déjà, il n'y a pas Roglic pour mettre des pétards avec Vingegaard. Et je pense que voilà, ça va être très très clair. On va lui dire, tu dois faire ça, mon gars, et il va être ultra focus. En plus de ça, on a vu que Vingegaard avait réussi à reprendre du temps à Pogačar dans les Pyrénées, mais c'est aussi parce que Pogačar, il jouait son va-tout, il allait tout feu tout flamme, donc voilà. Je pense que le niveau entre les deux va être très très proche jusqu'au bout du tour, et là on a vraiment une étape parfaite pour réussir à... je pense que voilà, sur les étapes sur une montée sèche, ils seront tellement proches que ce sera pas suffisant, il faudra un peu autre chose. On sait que vers chez nous, en juillet, il fait chaud. Alors oui, c'est pas le sud-ouest, c'est pas les Pyrénées, ok, mais il fait chaud, il n'y a pas beaucoup d'air. On va pas être très très haut en altitude non plus, donc pareil, on pourra pas se dire ah ça va, on est en hauteur, il y a de la fraîcheur et tout, nada. Alors bon, il y a quand même un peu d'ombre dans l'école, on n'est pas non plus sur du full sans arbre, mais il faudra quand même se les taper. Comme je disais, le parcours permet d'attaquer très tôt, de partir avec des gars, d'envoyer des mecs dans l'échappée, plein de trucs. Et puis, mine de rien, il y aura aussi 2 jours avant pour recharger les batteries. On sait que l'étape de mercredi sera, donc l'étape dont Titien nous parlait, sera la dernière grosse étape de montagne. 18-19, c'est un peu plus de la transition. Donc mine de rien, un favori qui se dit bon voilà, là je joue le tout pour le tout, il aura peut-être le temps de s'être refait un petit peu la cerise, le temps d'avoir bien réfléchi à comment mettre en place son plan. Et puis alors pour les retours qu'on avait eu de cette étape Veuve-Plouf, c'est pas difficile, l'école des Vosges pour les pros, machin tout ça, mine de rien, au kilomètre 97, on va attaquer le petit ballon, donc c'est 9,3 km à 8%. Derrière, il y a 10 km de descente et on renchaîne direct 7,1 à 8,4%. Ça veut dire que sur ces 20 bornes-là, un peu plus, on va avoir 16 km de montée, on peut même dire 25 bornes, avec seulement 10 km de descente au milieu. Et je pense qu'il n'y aura pas vraiment moyen de se reposer. Donc en fait, tout le long de cette étape-là, ça va taper sévère. Et vraiment, il n'y aura pas le choix. S'il y a un mec qui doit aller gagner le tour, ce sera là. Donc je pense que tout peut jouer dans cette dernière étape, qui en plus, sur le papier, ne sera pas celle qui fera le plus peur. Donc peut-être que certains se diront, oui, là ça va aller, si je suis arrivé en tête à la Lose et tout, j'ai course gagnée. Et pourrait se faire piéger dans cet enchaînement de difficultés moyennes plus, mais qui seront quand même bien assez difficiles pour faire des écarts. Très bien, vous êtes d'accord, ça. Non, mais alors, déjà, première chose pour moi, elle est magnifique cette étape, je la trouve très, très belle, elle est ultra dynamique. Et en fait, ça fait plaisir d'avoir une étape comme ça, comme dernière étape de montagne du Tour. On a bien vu sur le Giro que d'avoir une étape d'Antef, un truc vraiment l'étape la plus dure du Tour, ou d'un grand tour en dernier, ça marche pas. Donc, ça bloque la course. Donc là, on a une étape hyper dynamique et je pense pas que tout le monde se dise, attends, on va juste attendre cette étape-là parce qu'elle nous fait vraiment peur. Elle est très difficile. Mais c'est pas une étape des Alpes ou des Pyrénées où on monte très haut, etc. Mais par contre, elle est très très intéressante. Pour moi, son intérêt, il va pas mal dépendre finalement de ce qui s'est passé avant. Soit finalement, en fait, comme je l'ai dit, et c'est ma petite déception sur ce tour, même si je le trouve très bien, c'est que cette étape, c'est finalement la seule étape où tu peux tenter des choses de loin. L'an dernier, tu avais le Granon qui était super bien dessiné, etc. Cette année, je trouve pas vraiment une seule étape où ça peut être intéressant de tenter des choses avant la montée finale. Là, pour le coup, tu as de quoi faire. Donc, soit le général est déjà décidé et finalement, si tu es à 4, si je sais pas, j'en dis un scénario fictif, mais Vingegaard est en tête avec Pogačar à 3 minutes au général, c'est pas sur cette étape, à mon avis, qu'il va rattraper 3 minutes.
Par contre, effectivement, si on a une étape où il y a encore des possibilités de renverser le tour, bah ouais, elle peut être vraiment sympa. Et je pense que les 90 premiers kilomètres de l'étape sont vraiment intéressants dans le fait d'envoyer des équipiers devant. Il peut y avoir du mouvement. J'ai du mal, par contre, à croire que s'il y a une bagarre entre leaders, elle se fasse avant les deux montées finales. Mais les deux montées finales sont quand même bien difficiles finalement. Elles sont assez finalement pentues. Quand tu regardes quand même, t'es du 8% de moyenne avec des passages à 10% à chaque fois. C'est pas n'importe quoi. Il n'y a pas de vallée entre les deux cols. Donc j'ai envie de dire que en fait pour moi les 40 derniers kilomètres de cette étape, bah en fait voilà, il faut tout donner quoi. Et on peut avoir une bagarre super pour le classement général. Et puis dans tous les cas, même si elle n'est pas pour le classement général, on aura voilà, enfin tout le monde voudra prendre l'échappée parce que c'est une étape, voilà, encore une fois, dure sans être trop dure, sans trop monter, etc. Donc tout le monde va se dire qu'il a sa chance. Donc en tout cas, ouais, je vois bien un feu d'artifice. J'ai du mal à me dire que, pour moi, c'est l'étape où le tour va se jouer dans un cas de figure, en fait. Et dans un autre cas de figure, ça sera pas forcément l'étape où tout va se jouer. Dans tous les cas de figure, ça va être une super étape où on devrait en voir de partout. Et mine de rien, bah voilà, ils ont super bien exploité la région. Non mais rien à dire, franchement, et j'aurais aimé voir une deuxième étape comme ça à un endroit du tour pour que ça puisse décanter les choses et créer plus de mouvement. Voilà, c'est un petit peu mon regret, mais en tout cas bravo d'être allé exploiter les Vosges de cette manière et je pense que c'est pareil, on devrait pas s'ennuyer et puis surtout comme on sera tous réunis, on vous fera vivre une journée de fou. Rien que pour ça, finalement, allez, je vais dire que je suis d'accord avec toi et que ça va être l'étape clé du tour. Non, mais voilà, en tout cas, bravo, une super étape et il peut se passer beaucoup de choses, effectivement. Oui, c'est sûr que c'est une très belle étape. Ça fait plaisir de voir une étape, comme tu le disais, dessinée comme ça dans les Vosges. Alors pour moi, c'est quand même une étape qui est parfaite pour que des baroudeurs grimpeurs puissent partir très tôt dans la journée et se jouer la gagne de l'étape. À mon avis, il y a vraiment moyen de creuser avec une grosse échappée parce que le ballon d'Alsace, c'est le côté le plus facile par lequel il monte et bon, il n'y a pas de gros pourcentage du tout, donc c'est sûr que les favoris ils vont pas s'attaquer là-dedans. Ça peut aussi être la rampe de lancement pour des équipiers en vue, hein, vous l'avez très bien dit, donc je vais pas redire la même chose, mais de cet enchaînement petit ballon et le plat de Servazel, c'est vraiment là où les favoris peuvent attaquer. Voilà, après avoir en fait comment le début d'étape sera au niveau des stratégies d'équipe, parce que j'ai quand même du mal à voir s'il n'y a pas d'équipier devant, quelqu'un tenter de partir tout seul dans le petit ballon et puis de se faire l'enchaînement derrière, sachant que tout le monde aura un petit peu encore envie de bouger ou peut-être quelque chose à jouer. Donc je sais pas, voilà, je sais pas. Le début, alors ça monte, ça descend tout le long, il y a des cols, mais c'est pas extrêmement difficile, hein, jusqu'au 100e kilomètre, jusqu'à Münster, c'est pas très très dur. Donc avec les 2 jours qu'il y a eu avant, même si on est en 3e semaine du Tour, je pense que ça aura aussi permis de récupérer, et à mon avis l'échappée va vite partir. C'est même possible que ce soit une échappée qu'on laisse filer, surtout s'il y a de l'écart au général et qu'il faut préserver les équipiers. Donc ça peut aussi réduire un petit peu les chances de certains adversaires du maillot jaune, par exemple, qui voudraient l'attaquer, ou d'un candidat au podium qui souhaiterait déloger le 3e. Ça peut faire en sorte que les forces soient un petit peu préservées, notamment chez les équipiers, et du coup ça peut être difficile d'enflammer la course dès le petit ballon, même si le petit ballon c'est un col qui est difficile et qui se prête à faire de belles attaques, mais il reste encore 25 bornes ensuite à se farcir, et mine de rien ce final de 7 km il y a du faux plat et puis après c'est plat, ça peut réduire aussi d'éventuels écarts qui se seraient creusés. Donc à voir, mais en tout cas ce qui est chouette avec cette étape, c'est que c'est quasiment impossible de prévoir un scénario, à la fois parce que le scénario va dépendre énormément de l'état du classement général le matin au départ de Belfort, mais aussi parce qu'il y a plein de scénarios possibles. Voilà, mais je pense quand même que les favoris, on les verra pas bouger s'ils bougent avant le petit ballon.
Mais c'est sûr que c'est une belle étape sur des routes que je connais bien en plus, donc ça fait plaisir. Tu vois, je pense que si UAE doit reprendre du temps, ce sera peut-être moins le feu. Par contre, si Jumbo doit reprendre du temps là-dessus avec l'équipe de Flandriens qu'ils vont avoir, et d'Ardennais, ça va être... tu vois, si tu décides de tout faire péter très tôt, que dans ton équipe, tu as du Van Aert, du Benoît, du Laporte, du machin pour rouler fond de balle entre le kilomètre 50 là, et le kilomètre 70, enfin, tu vois, genre essayer de dire là, on rend la course méga difficile jusqu'au pied du petit ballon. Il y a vraiment... je pense que typiquement Jumbo a vraiment une équipe pour faire de la folie sur une étape comme ça, quoi. Après, c'est clair que s'ils ont le maillot jaune, ils vont pas tout faire péter, ils auront pas d'intérêt, ils vont cadenasser de ouf. Mais si genre Pogacar a 30 secondes ou 1 minute d'avance parce qu'il a été un peu plus costaud avant, il y aura moyen que ce soit vraiment, vraiment très intéressant. Ouais. L'enchaînement final est quand même dur, hein. Je m'étais pas rendu compte à ce point, mais tu grimpes quand même quasi presque 20 km à entre 8 et 8,5 de moyenne. Et non, c'est vraiment bien, c'est dynamique, c'est très très bon point pour finir le Tour de France en tout cas. Très bien, messieurs. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Adri, étape 9. Titien, étape 17. Moi-même, étape 20. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, selon vous, déjà, si vous pensez que nos pronostics sont pas trop mal. Et ensuite, s'il y a une étape qui vous laisse à penser que le Tour va se jouer ici. Ça nous fera plaisir d'échanger avec vous en commentaire. On essaye de répondre un maximum à chaque fois. Donc, surtout, n'hésitez pas. Si vous nous découvrez, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, histoire qu'on puisse continuer à grandir. C'est avec grand plaisir que nous, on vous fournit ce contenu-là, et donc on aime bien avoir des retours de votre part. Et puis, la suite va arriver très très vite pour continuer les previews, parce que le Tour, mine de rien, ça attaque dans 15 jours. On parlera des favoris, on parlera des coureurs qui vont briller pendant ce Tour 2023. Messieurs, merci pour cette émission. Avec plaisir, hein, merci à tout le monde. Ouais, avec plaisir, et puis plus que 2 semaines quasi pour le Tour de France, on a hâte. Donc voilà, n'oubliez pas, l'étape 20, on se retrouvera en live toute la journée, tous ensemble pour vous faire vivre cette étape, ça va être hyper fun. En attendant, prenez soin de vous, comme l'a dit Adri, pensez à vous alimenter, car c'est pas parce qu'il fait chaud qu'il faut pas avoir la petite pâte de fruits ou le petit gel, et bien évidemment un bidon rempli de flotte, sinon fringaldo. Prenez soin de vous, hein. Fringaldo, n'oubliez pas. Prenez soin de vous, on se retrouve tout bientôt pour la suite. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Bye.